J'ai eu 3 vies, je démarre la troisième. J'ai commencé comme chercheur, j'ai fait 6 ans comme chercheur en traitement d'images médicales. Donc je vais essayer de donner quelques exemples concrets de ce qu'on peut faire. Ensuite, donc j'ai dirigé une entreprise qui existe toujours, qui vient de faire une levée de fonds justement pour continuer à progresser. Donc pendant 6 ans, j'ai dirigé cette entreprise qui fait du dépistage du cancer du sein sur la base de la mammographie. Donc vous allez voir, c'est beaucoup des exemples que je montre là, même si je suis complètement sorti de la société, donc je ne représente plus la société aujourd'hui ni ses intérêts. Maintenant, ça fait partie de mon histoire et je peux en parler assez facilement et plus facilement. Dans ma nouvelle mission, je m'occupe d'une mission auprès du Conseil de l'innovation qui s'appelle un grand défi autour de l'intelligence artificielle pour le diagnostic. Et en particulier, si je le dis de manière philosophique, je dois trouver quels sont les leviers pour libérer l'énergie dans ce thème-là. Je suis preneur de tous les feedbacks, interactions, retours, toutes les idées que vous pouvez avoir pour faire progresser ce thème dans ce pays. Parce que bien que je travaille là-dedans depuis pas mal d'années maintenant, et quand on prend ce genre de position, bah, finalement, on se pose toujours beaucoup de questions. Et les retours, je trouve, sont très riches finalement, et d'autant plus dans cette salle où on a vraiment des parcours très différents. Malgré tout, je peux pas cacher le fait que je sois un mathématicien, tu vas voir, Jean-Marc. Donc c'est le slide le plus matheux que vous allez avoir, je pense, du séminaire. Donc malheureusement, une IA, ça ne ressemble pas à ça, mais plutôt à une sorte d'équation. Et en fait, un algorithme à qui on donne un signal, donc dans le cas de s'exposer, c'est une image médicale, et à qui on pose une question. Souvent, est-ce que dans cette image, il y a des traces, des signes d'une maladie? Par ailleurs, d'ailleurs, la radiologie n'est souvent pas le dernier examen diagnostique, c'est souvent un examen intermédiaire qui est confirmé ultérieurement. Et donc, comment on fait pour estimer cette fonction qui va faire ces prédictions? Donc, accrochez-vous. Pour des tas d'images, donc dans le cas qui m'intéresse moi, c'est on a des images et on a la vérité de terrain. Donc typiquement sur le cancer du sein, la vérité de terrain, elle vient pas du radiologue, elle vient de la biopsie. Ou alors au minimum 2 ans de suivi pour être certain qu'il n'y avait pas de cancer. Donc ça, c'est important, c'est que ces fonctions d'apprentissage ne fonctionnent pas toujours sur l'avis du médecin, sur le signal lui-même, mais ce qu'on essaye surtout de lui donner comme information, c'est la vérité à partir du signal. Et donc, ce n'est pas nécessairement, finalement, ce que le médecin fait sur ce signal, mais ça peut être tout l'historique du parcours patient. Et ce qu'on essaye de faire donc sur tous ces exemples, c'est de minimiser une erreur de prédiction. Donc F fait ma prédiction, je lui dis qu'est-ce que tu vois dans l'image, et j'essaye de minimiser l'erreur entre cette prédiction et la vérité. Et comment on faisait à l'époque? Donc à l'époque, c'est quand j'étais chercheur, donc il y a plus de 6 ans de ça. Ce qu'on faisait, c'est qu'on manipulait à la main ces fonctions F, là, donc ces fonctions de prédiction. Donc on développait des descripteurs des anomalies. Donc typiquement, par exemple, si je prends un cancer du poumon, il y a un certain nombre de nodules qui sont très sphériques. Donc vous allez programmement faire un descripteur qui va calculer localement une courbure. Et puis quand vous avez une courbure qui a l'air d'être assez régulière, qui fait entre quelques millimètres et quelques centimètres, à ce moment-là, et si c'est un peu plus clair que le tissu qui est derrière, vous allez dire qu'il y a quelque chose de suspect. Donc ça, c'est ce qu'on faisait avant. Et en fait, donc là, vous l'avez compris avec le séminaire, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on donne des tas d'exemples, donc toutes ces images-là. Et la tendance maintenant, c'est de penser que l'ensemble de la valeur se trouve dans les données. Alors c'est partiellement vrai, c'est-à-dire que les technologies que vous avez vues aujourd'hui ne fonctionnent pas sans ces données. Néanmoins, on a encore besoin de gens qui travaillent et les données, notamment dans ce pays, nécessitent du travail. Et en fait, c'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas assis sur un tas d'or, on est surtout assis sur un tas de boue. Et il y a beaucoup de travail derrière pour nettoyer les données. Alors je vous dis ça en rigolant, mais en fait, c'est quand même la réalité. C'est-à-dire que dans mon ancienne entreprise, on avait au moins 2 personnes et demie, donc 25% de l'effectif, qui travaillaient à transformer la boue en or. J'ai un exemple qui est assez caractéristique, ça fait partie des choses qui m'intéressent maintenant. On a mis à peu près 3 ans et demi, hommes, donc 3 personnes et demie qui travaillent pendant 1 an, pour nettoyer à peu près 100 000 examens de mammographie. On était donc toujours, quand avec ma casquette de mon ancienne société, on est allé aux États-Unis dans un système d'information qui était vraiment extrêmement structuré, notamment sur l'examen de mammographie. Les Américains
ne font pas de la prose, comme on peut faire en France sur les comptes rendus de radio. Ils ont des checkbox, je vois pas, je classifie A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Et on a scanné le système en donnant tous nos critères d'inclusion. Donc, vous voulez des femmes qui n'avaient pas déjà eu un cancer, qui n'avaient pas de prothèse, etc. On avait une dizaine de critères d'inclusion. On a mis 4 minutes pour faire le travail qu'on avait fait en 3 ans, hommes et demi, en France, sur des examens non structurés. Donc, on voit que lorsqu'on structure l'information, lorsqu'on travaille sur des données qui sont propres et chaînables, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, dans le même hôpital, on avait à la fois l'examen de mammographie et ce qu'ils appellent le tumor bank, donc vraiment le résultat de la biopsie, on peut travailler beaucoup, beaucoup plus vite. Et pour moi, c'est un des freins qu'on a aujourd'hui, c'est cette capacité finalement à extraire rapidement de l'information à partir des systèmes hospitaliers. Un autre point, je sais que Jean-Marc est sensible sur ces sujets-là, c'est un retour d'expérience, c'est la facilité avec laquelle aujourd'hui on peut travailler avec les DSI, que ce soit des DSI d'hôpitaux, des DSI de cliniques, également de centres de radio privés, parce que finalement sur l'examen de mammographie, le dépistage se fait beaucoup en ville. Et nous, l'expérience qu'on a maintenant, c'est que quelque part, le système d'information échappe aux établissements. On a de plus en plus l'impression que les DSI supervisent des entreprises qui managent leur système d'information. L'explication que moi j'ai, c'est qu'aujourd'hui, on est entré dans une technicité qui est vraiment très importante. Ça nécessite des compétences très fortes et des gens finalement qui les ont, qui sont très bien payés et qu'on n'arrive plus à motiver ou à payer dans le système public. Mais la conséquence de ça, c'est qu'aujourd'hui, quand on est une jeune société et qu'on vient taper à la porte d'un CHU, souvent, en fait, on a un sentiment de rejet, non pas parce que les gens ne veulent pas nous voir, parce que très souvent, en fait, les gens sont très ouverts sur ce qu'on fait, mais parce qu'ils ne savent pas forcément comment le faire et qu'ils ne savent pas non plus à quel point il faut qu'ils se protègent, en fait, vis-à-vis de ce qu'on essaye de faire. Donc il y a aussi une méconnaissance à la fois technique, mais aussi des enjeux, la RGPD, on en a beaucoup parlé, des enjeux de droit qui sont associés. Et ça, c'est un des deuxièmes problèmes que nous, on rencontre, c'est qu'on est aussi rentré dans une technicité légale qui fait que plus grand monde ne comprend rien à rien. Et nous, on prêche pour simplifier finalement toutes ces règles et avoir une CNIL qui est plus accompagnante que police, quoi. Donc je disais, beaucoup de gens pensent que la valeur est dans ces données. Finalement, on passe encore quand même beaucoup d'investissements à payer ce qu'on appelle les data scientists, donc des gens qui travaillent pour faire ces algorithmes. Notamment, vous avez compris, donc je vais l'expliquer un peu après, ces algorithmes apprennent de manière automatique, assez facilement, sans qu'on les drive trop. Sauf que des fois, il y a des choses qu'on sait et qu'on aimerait bien expliquer aux algorithmes. Par exemple, je reprends mon examen favori, la mammographie, vous avez 2 examens qui sont 2 clichés du même sein, et finalement, vous avez une certaine corrélation spatiale entre les examens. Manque de bol, c'est vachement compliqué à expliquer ça à l'algorithme. Et donc là, vous avez des gens qui doivent comprendre comment fonctionnent les algorithmes pour aller imposer ce genre de règles que vous connaissez. Il y a des règles qui sont très bêtes, qui sont, si jamais j'ai un examen qui a quelque chose de suspect, à ce moment-là, je remonte quelque part le fait que c'est suspect sur la personne. Donc à la fois, c'est trivial ce que je viens de dire, mais l'algorithme ne sait pas que s'il y a un cancer dans un sein, alors la personne a un cancer. Donc c'est des règles qui sont à la fois très bêtes, mais qu'on est obligé d'imposer en fait finalement dans la manière dont raisonnent les algorithmes. Et ce qu'on s'aperçoit avec le temps, c'est que pour faire bien fonctionner ces algorithmes, on a quelque part besoin de mimiquer le raisonnement humain. Donc c'est un peu ce qu'on a présenté juste avant. Donc à l'époque, dans ma société, on avait codé ça avec des règles en dur. Donc on avait vraiment imposé en fait finalement le raisonnement humain pour interpréter les examens. Donc on avait deux niveaux. Un premier niveau qui est ces fameux algorithmes de deep learning, et ensuite tout un niveau de règles qui vient faire des raisonnements tout à fait logiques et structurés, qui sont ceux que tiennent des humains sur ces examens, et qui sont encore aujourd'hui le seul moyen de combiner ces technos très puissantes mais inexplicables avec un raisonnement clair. Vous avez une première couche quelque part bas niveau qui vous extrait des informations des images, et ensuite vous avez une couche de logique parfaitement explicable que vous collez là-dessus. Donc je vous résume l'histoire. Voilà comment ça marchait avant. Pour ceux qui ont moins de 35 ans, le truc noir en bas à gauche, vous demandez à votre voisin pour savoir ce que c'est.
Donc avant, ce qu'on faisait, c'est qu'on développait des algorithmes. On avait des images et on sortait des algorithmes qui mettaient des petites boîtes sur les images. Et en fait, maintenant, la manière dont ça fonctionne, les ordinateurs ont changé, vous voyez. Et donc, on rentre à l'intérieur de l'ordinateur des images et des endroits où il y a des anomalies. Et c'est lui qui, en fait, écrit le programme informatique. Donc ça a donné des révolutions qu'on a déjà mentionnées. Le fameux ImageNet, où on a eu un saut, une sorte de saut quantique, en fait, finalement, dans les performances. L'exemple qu'on a donné juste avant sur les Chinois, je ne vais pas en reparler. Juste un truc, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas eu d'articles scientifiques qui sont sortis de ce coup médiatique. C'est comme ça que je l'appellerais. Et c'est un petit peu, et ça a été quand même quelque part dénoncé dans tout le séminaire, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même un gap en anglais, une différence entre la manière dont les médias parlent de la performance de tous ces algorithmes et finalement la performance réelle. Il y a beaucoup de médiatisation, et moi, mon avis, c'est qu'il y a une bonne raison, mais que cette bonne raison, elle n'est pas valable maintenant, et qu'on va mettre du temps pour finalement arriver à des choses qui marchent vraiment bien, et que ça, on ne vous le dit pas forcément. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Celui-ci, c'est l'un des plus marquants. À chaque fois, je vous mets les références si vous voulez aller voir. Donc, Viz.ai, c'est le nom de la société. C'est un système qui, automatiquement et de manière autonome, va venir analyser un scanner et sortir une probabilité d'AVC. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pour des urgences, notamment en astreinte. Ce système, il peut prendre la décision d'aller appeler le neuroradiologue interventionnel sans que personne n'ait jamais vu l'image. Donc vous avez un neuroradiologue interventionnel qui est appelé à l'hôpital et qui va prendre en charge le ou la patiente sans que personne n'ait vu l'image. Alors après, lui, quand il arrive, il regarde l'image, mais vous avez gagné tout le temps d'avoir un neuroradio interventionnel ou pas d'ailleurs, qui va aller regarder l'image, qui va prendre la décision et ensuite soit lui-même y aller, soit appeler quelqu'un. Je trouve ça intéressant parce que donc ça c'est FDA cleared, hein, donc c'est-à-dire que ça c'est autorisé, c'est sur le marché, c'est utilisé. C'est d'ailleurs une boîte dans laquelle Google a investi, pour information, qui a levé 24 millions de dollars il n'y a pas très longtemps. Et on a là, non pas une décision diagnostique, mais quand même la décision d'aller appeler quelqu'un de manière complètement autonome, sans qu'un médecin ait regardé l'image. Celui-ci, il est un peu plus récent, il est un peu moins exceptionnel dans la manière dont il présente les résultats. Donc c'est une société qui s'appelle ScreenPoint, un logiciel qui s'appelle Transpara, qui est un des concurrents de mon ancienne société. Cette société a sorti un logiciel, donc FDA cleared aussi, donc marquage FDA, il y a 4 mois de ça. Ce qui est assez intéressant dans le cas de cette société, c'est qu'ils ont marqué leur logiciel. Alors, je ne sais pas si vous connaissez très bien les procédures de marquage aux États-Unis, mais quand vous marquez un logiciel, vous avez différents niveaux de classes d'algorithmes ou de dispositifs médicaux, d'ailleurs, pour être plus précis. Et vous avez la possibilité d'avoir une sorte de fast track en vous comparant à un dispositif médical équivalent. Donc, on appelle ça un predicate. Et la trajectoire FDA passe par ce qu'on appelle un 510K. Dans ce cas très précis, la FDA a autorisé ce logiciel à être mis sur le marché en se comparant à un logiciel sur de l'os en radiographie. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec un examen de mammo. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est que la FDA aujourd'hui est extrêmement permissive dans l'accès sur le marché et dans la tolérance qu'elle a en termes de comparables quand elle autorise quelqu'un à faire cette procédure qui est beaucoup plus rapide. C'est un signal fort et quelque part, on n'aurait, je pense pas, tout ce séminaire sur l'IA si la FDA n'avait pas en ce moment cette politique qui est extrêmement ouverte, et je dirais plus qu'ouverte, elle pousse pour que ces dispositifs médicaux arrivent le plus vite possible sur le territoire américain. Alors ce type de techno crée des résultats complètement extraordinaires. Celui-ci, pour moi, c'est le plus fascinant, c'est la génération d'images. Je vous engage à aller voir ce site, Which Face is Real. Alors pas pendant cette présentation, peut-être pendant celle d'Antoine, juste après. Mais ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est vraiment dur de savoir lequel. Donc à chaque fois, c'est les couples. Là. Vous avez deux visages parmi donc, les 4 couples que vous avez. À chaque fois, il y a toujours un visage qui est réel et un qui est absolument pas réel. C'est pas une vraie personne. Elle a été complètement inventée. Même quand on connaît bien les algorithmes,
Alors là, c'est impossible. Franchement, à cette distance-là, sur le projecteur, c'est impossible. Mais même si vous regardez sur votre smartphone, même si vous avez le nez collé à votre ordinateur, c'est vraiment dur aujourd'hui. Donc on a des technos aujourd'hui qui sont vraiment capables de capter l'essence, je dirais quelque part sémantique ou physionomique d'un visage, et qui est capable de la reproduire de manière extraordinaire. Alors vous avez des résultats qui sont assez comparables sur la génération d'images médicales. Donc ça, c'est un résultat d'une société qui s'appelle Kéron Medical, qui est une boîte anglaise, qui a sorti ce type de résultats. Justement, donc ce que vous avez là en haut, c'est des images, je dirais, réelles, et celle du bas, c'est des images générées. Alors on voit pas bien parce que en X-ray, c'est pas forcément facile de juger de la qualité des images, mais vous avez vraiment quelque chose qui est de très bonne qualité aujourd'hui en capacité à analyser les images et à les reproduire. Alors vous allez me dire, ça ne sert pas forcément à grand-chose finalement de générer ces images. Si on les a bien comprises, autant apprendre sur des cas réels. En fait, ce n'est pas complètement vrai, et ce genre de techno a été utilisé il y a un peu plus longtemps, il y a 7 ans de ça, dans ce dispositif-là, dont vous avez probablement entendu parler, qui était la Kinect. C'était pas du deep learning à l'époque, et la problématique, c'était de reconnaître les poses des gens qui jouent devant leur télé. Et donc, il y a plusieurs manières d'apprendre ce type de pose que les gens font. Mais la première idéale, c'est que vous mettez des capteurs sur des millions de personnes. Donc, vous connaissez exactement la position de chacun de leurs membres. Vous les enregistrez, vous enregistrez le signal de la Kinect, et après, vous faites les algorithmes que je vous ai présentés avant, ceux qui essayent de minimiser l'erreur. La difficulté, c'est qu'il faut des millions de personnes qui jouent devant des Kinect où vous avez 2 signaux, la réalité de la position et la carte de profondeur. Et ça, c'est très très coûteux. Et alors en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une centaine de comédiens à qui ils ont mis ces fameux capteurs. Donc ils leur ont fait jouer un petit peu toutes les poses possibles. Et après, ils ont créé virtuellement des gens qui avaient des morphologies très différentes. Des grands, des petits, des gros, des pas gros, etc. Et ils ont virtuellement créé le signal qui était issu de ce capteur, parce qu'on le connaît très bien, c'est un capteur de profondeur. Donc on a le modèle de la personne, on peut recréer ça. Et ils ont réappris sur ces données, ce qui leur a permis en fait de ne pas avoir des millions de personnes qui passent devant ces capteurs, mais finalement uniquement des centaines, et de enrichir leur jeu de données parce qu'ils étaient capables de resimuler des données très réalistes. Donc aujourd'hui, je trouve ça intéressant, c'est que cette capacité à simuler peut finalement aider dans l'analyse des signaux complexes, et c'est ce qu'ils ont fait pour le jeu vidéo. Alors malheureusement, ces technologies ont des limites. Et typiquement, ça, c'est l'une des limites. Donc, je ne pense pas qu'il y avait un radiologue, je crois, dans la salle, il y en a peut-être d'autres. Je pense que tout le monde, là, dans la salle, est capable de dire ce qu'on voit dans cette image. Et je ne connais pas d'IA qui est capable d'analyser cette image. Pourquoi ? Parce que, on l'a répété plusieurs fois, ces intelligences artificielles, elles sont extrêmement verticales. Et les industriels, comme la casquette que j'avais avant, travaillent essentiellement sur les cas les plus fréquents. Ce cas-là, il doit arriver une fois tous les 10 millions de personnes, peut-être encore moins. Donc vous n'en avez pas dans votre base d'apprentissage. Et puis même si vous avez les ciseaux, vous n'aurez probablement pas la petite cuillère ou pas la petite voiture. Donc toute la problématique, c'est d'arriver à des systèmes qui sont capables de comprendre ce genre de choses, qui pourtant sont très simples finalement pour un humain, mais qui sont très rares et qu'on n'a pas dans nos bases de données. Donc pour vous le dire autrement, voilà comment fonctionnent les algos. Donc vous leur donnez des tas d'images, et puis vous leur dites là, il y a un chien sur un sofa, et puis là, vous avez des sofas sans chien. Et vous leur donnez les infos, et donc au bout d'un certain moment, ils sont capables de reconnaître les chiens sur les sofas, mais ils vont être incapables de vous dire que là, il y a un problème. Et là encore, là, je pense que tout le monde dans la pièce est capable de dire qu'il y a un problème, mais là, il va vous dire probablement qu'il y a un chien, à mon avis, parce qu'il va reconnaître des sortes d'yeux, mais il ne va pas vous dire qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette image. Et donc, en fait, ce qu'on voit là, c'est que ces algos, à la différence des humains qui ont une sorte quelque part de continuum de connaissances, et parfois, on se forme sur certaines spécialités. Donc là, je l'ai pris sur des modalités, mais en radiologie, vous avez des gens d'experts de modalités, vous avez aussi des gens qui sont experts de neuro, de cardio, donc, etc. Et donc, les gens ont une sorte de savoir transverse, les médecins, les radiologues, avec des spécialités, et les algos fonctionnent extrêmement différemment. Les algos, ils ont une sorte de savoir en Dirac, comme ça, un pic. Ils savent reconnaître un truc. Et puis le reste à côté, l'éléphant dans l'image, ils ne le voient pas.
Et donc toute la problématique, c'est de savoir comment ce type d'algo peut finalement un jour arriver sur le marché et être utile. Alors nous, dans la société, on s'est beaucoup posé de questions sur la complémentarité entre l'humain et l'algorithme. Et vous allez voir, mon point de vue, c'est que ce n'est pas aussi complémentaire que ça en a l'air. Et en particulier, je connais très peu d'exemples en dehors de l'apprentissage, où dans la phase d'apprentissage, on a vraiment des cycles itératifs entre quelque part l'algorithme et l'expert, qui est souvent un médecin quand ça devient difficile. Mais en dehors de ce cas très précis, on a très peu d'exemples où les deux travaillent en même temps. On a des exemples où ils travaillent en séquence. Vous avez le médecin qui travaille d'abord, puis l'IA qui vient derrière. J'appelle ça la voiture balai, qui vient rattraper des erreurs. Vous avez l'IA qui travaille d'abord, qui sort des scores, et le médecin qui prend des décisions ensuite dessus. Mais le travail vraiment collaboratif que tout le monde raconte, vend dans les journaux, nous, on ne l'a pas vraiment vu en fait. Et je trouve que le parallèle, il est assez bon avec celui de la robotique. Vous avez des robots qui sont extrêmement spécialisés aujourd'hui. Ils font une tâche, ils la font très bien, et ils sont incapables de faire la tâche d'à côté. Et vous avez en sortie de chaîne, sur ce type de chaîne, des humains qui font les caoutchoucs, par exemple. Parce que les caoutchoucs, c'est très compliqué, et qu'on n'a pas aujourd'hui des robots qui sont capables de faire les caoutchoucs de porte. C'est un petit peu similaire, en fait, aujourd'hui, dans l'utilisation de l'IA. Vous avez des IA qui sont très fortes, très expertes, très rapides, sur certains domaines très verticaux. Et puis derrière, vous avez toujours besoin des humains pour faire les choses qui sont finalement beaucoup plus généralistes. Et du coup, cette question de collaboration, ça pose le problème, cette vision de l'humain va rattraper les erreurs de la machine. En fait, il y a des expériences, je vous montre le véhicule autonome là, qui ont été faites et qui montrent que ça ne marche pas bien en fait. Ça ne marche pas bien parce que ces IA-là marchent déjà plutôt bien et qu'en fait, dans le véhicule autonome, grosso modo, vous pouvez faire 100 km sans qu'il y ait le moindre problème, puis paf, tout à coup, il y a un enfant qui débarque, un ballon, une personne qui traverse avec son vélo la nuit à Palo Alto, et là, vous avez un problème, et l'humain n'est pas capable de reprendre la main, finalement. L'humain n'est pas capable parce qu'au bout de 100 km, il est fatigué. Au bout de 100 km, il fait assez confiance à la machine, et quand l'événement discret arrive, il met plus de 5 secondes à réagir. Et que là où, quand il conduit d'habitude et il est en attention permanente, il peut réagir en moins d'une demi-seconde, quand il est dans un véhicule autonome, il met 5 secondes à réagir quand il y a quelque chose qui arrive. Et c'est là toute l'ambiguïté de l'usage de l'IA collaborative. Et on a la même en médecine, c'est que lorsque vous avez une IA qui marche bien, vous avez des professionnels qui lui font confiance. Mais du coup, qui ont peu, finalement, tendance à corriger la machine parce que ça demande une attention permanente qu'on n'a pas forcément. Et c'est les défauts qu'on avait des systèmes CAD, Computer Aided Detection and Diagnosis, c'est que les gens leur font confiance, et au bout d'un certain moment, finalement, vous avez une convergence complète entre la performance de l'algorithme et la personne qui la supervise. Parce que mieux cet algorithme marche, plus la personne fait confiance, et plus il y a cet effet fatigue de l'erreur qui arrive une fois tous les 100, 200, 500 examens, qui finalement est loupé par tout le monde. Donc nous, on s'est posé beaucoup de questions, du coup. On a fait ce constat et on s'est dit comment on peut aller tirer de la valeur de ce type de système, notamment en intégrant le fait qu'on a ces systèmes qui sont très, très verticaux. Et donc, quelque part, des challenges, et que j'ai à nouveau dans mon nouveau métier, c'est de savoir quels sont les business models, en fait, pour ce type d'algorithme. Donc il y a pour moi des business models, et je vais montrer après sur la partie diagnostic. Il y a aussi des usages que je ne montre pas dans la présentation, on en a un tout petit peu parlé au petit-déj, dans tout ce qui est contrôle qualité. C'est très peu étudié aujourd'hui, mais ces IA-là sont capables de sortir des statistiques de manipulation de robots, par exemple, de génération d'images. On n'est pas dans de la décision qui est médicale, diagnostique, on n'est pas dans la correction en live de ce que fait la personne. Par contre, on est capable de sortir des alertes, et je pense qu'à l'avenir, et c'est d'ailleurs une des conclusions du rapport Robert, c'est d'aller mettre un peu plus de qualité dans les soins et dans les prises en charge. Je pense qu'on va avoir une part de cette qualité qui va être faite par des algorithmes. Parce que là, c'est rébarbatif, c'est du contrôle, on a besoin de mesures, et c'est le genre de choses que font très bien les algorithmes. Alors, il y a des études qui sont sorties récemment, je vous encourage à aller les voir. Je ne sais pas si vous aurez les slides, je pense que oui. En bas, vous avez les références.
Ils ont fait une étude sur, je sais plus, je crois que c'est plus de 100 sociétés, en leur demandant où est-ce que vous pensez que va être le vrai bénéfice de ce type d'IA. Et donc là, vous avez les réponses qui ont été faites par donc les personnes qui travaillent dans ces sociétés, donc que ce soit aux US ou à l'international, et que ce soit des personnes qui sont chefs d'entreprise ou qui sont dans des positions différentes dans les sociétés. Les deux premiers, parce que les 4 premiers résultats finalement rentrent dans les mêmes catégories. Le premier, c'est quelque part avoir une pertinence médicale, et le deuxième, c'est avoir une pertinence économique. Donc pas trop de surprises finalement dans les résultats. Ce qui est intéressant quand même dans ces graphes-là, si vous regardez, c'est le carré qui est gris. Lorsque vous posez la question uniquement au PDG des entreprises, les relations entre premier et deuxième s'inversent. Les PDG d'entreprises vont vous dire on va plutôt aller chercher de la valeur économique avec l'IA, alors que les gens qui ne sont pas au contrôle des boîtes vont plutôt vous dire on va aller chercher de la valeur médicale. L'une des difficultés quand on crée une boîte dans le dispositif médical, c'est d'aller trouver son business model. C'est là où j'en viens. Et qu'aujourd'hui, moi, il m'a semblé, lorsque j'étais président de la société, il m'a semblé que c'était plus facile d'aller sur le marché avec une proposition de valeur qui était économique. C'est-à-dire de dire, on va vous faire gagner du temps, on va vous faire gagner de l'argent, parce que là, les gens qui sont en face, si vous êtes en capacité de le démontrer, comprennent très vite pourquoi ils l'achètent, notamment dans un système américain, où on l'a dit, c'est très dirigé par l'argent. Le bénéfice médical, que ce soit en France ou aux États-Unis, c'est beaucoup plus difficile à vendre. En fait, vous ne pouvez pas le vendre tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui le rembourse. Ou alors quelqu'un qui prend le risque avec vous en se disant « j'en ai vraiment besoin ». Mais ça, c'est assez rare, parce que grosso modo, c'est un coût sur le système de santé et il faut bien l'amortir. Donc comme le robinet, qui est le remboursement, c'est toujours le même, il faut bien aller prendre cet argent quelque part. Donc c'est d'après moi, les premiers business models qui vont arriver sont soit ceux qui sont contraints parce qu'il y a un financement pour, donc typiquement sur la qualité, ça va peut-être arriver, soit ceux qui vont finalement aller vendre de la valeur en termes de bénéfices économiques. Après, un des deuxièmes graphes qui était intéressant dans cette étude, ils ont demandé aux gens quand est-ce que vous pensez que ça va arriver. Et le médian qui a été donné par les gens qui ont répondu, donc médian d'utilisation vraiment mainstream de ces technos, 2030. Et je suis assez d'accord avec cette analyse. C'est qu'on en parle beaucoup en ce moment, et vous allez voir, j'ai un slide d'ailleurs là-dessus, ça va probablement retomber. Le sous-jacent, il est réel, c'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui une rupture techno, quelque chose qui marche bien, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps pour arriver dans les services, ça va prendre du temps pour impacter même le monde de la radiologie, qui s'y prête vraiment fortement. Ça va prendre du temps pour impacter la business intelligence, la manière dont on gère aujourd'hui les services et les établissements de santé. Donc une fois qu'on a dit tout ça, nous on s'est dit ok, on a des systèmes qui sont très verticaux, qui vont mettre du temps, néanmoins on pense qu'il y a quelque chose, un sous-jacent, et par quoi on commence? Donc nous on avait une expertise en imagerie médicale, et on s'est dit on va essayer de prendre tous les examens qui sont faits en radiologie, et on va aller regarder ceux qui ont le moins de types d'anomalies détectables dans l'image. Pourquoi on a fait ça? Parce que grosso modo, la complexité de programmer ces algorithmes, elle est proportionnelle à ce nombre d'anomalies. Donc si vous avez 3000 natures d'anomalies différentes dans une image, vous devez faire pas loin de 3000 algorithmes et en tout cas au moins 3000 petites bases de données associées. Donc la complexité explose en fonction du nombre d'anomalies que vous recensez. Et donc du coup, moi j'avais fait ce tableau. Donc ça, c'était un document interne que je vous livre. Donc là où vous avez toutes les modalités, scanner, IRM, mammo, radio, écho et la médecine nucléaire que j'ai mis dans la radiologie, les puristes m'en pardonneront. Et à gauche, vous avez donc tous les organes ou toutes les zones du corps qui peuvent être imagées. Donc j'avais fait ça avec un radiologue et on s'était dit, voilà, par où on va commencer. On avait assez rapidement évacué toute l'imagerie en coupe, parce que l'imagerie en coupe, c'est ce qu'il y a de plus riche aujourd'hui. Les radiologues dans vos services le savent très bien. C'est ce qu'eux, ils aiment le plus, parce que finalement, c'est ce qui requiert le plus d'analyse de l'esprit. Mais pour un algorithme, ça fait aussi beaucoup de choses à faire. Et donc, on aurait eu du mal à faire quelque chose qui serait capable d'attaquer une de ces cases de manière exhaustive. Se dire, paf, je suis capable de tout faire dans le scanner crânien, par exemple. L'IRM, encore pire.
En plus, vous avez une variabilité interconstructeur qui fait que c'est quasiment inadressable aujourd'hui par les algorithmes. Et finalement, les modalités qui sont plus pauvres, la radio, la mammo, étaient beaucoup plus, pour nous, à même d'être adressées par des IA. Et en particulier, donc c'est là où je veux en venir, sur la mammographie, vous avez un examen qui est extrêmement structuré. Vous cherchez toujours la même chose. Vous avez grosso modo 3 types d'anomalies que vous cherchez dans l'image. Ça a été très bien normé, notamment par les Américains. Donc vous avez un compte-rendu qui est complètement typé, formaté. Et vous ne cherchez qu'une seule, quelque part, pathologie à l'intérieur de la mammo. Vous ne faites pas des mammos pour le plaisir, grosso modo, vous cherchez des cancers. Donc nous, et en plus, c'est un examen qui est très fréquent. C'est le deuxième examen le plus réalisé en France, comme à l'étranger, enfin en tout cas les pays occidentaux, après la radio des membres. Donc du coup, on s'est dit, c'est par là qu'il faut commencer. Et alors ensuite, entre-temps, il y a eu ça. Alors je pense qu'on en a déjà parlé. Ce n'est pas de l'imagerie médicale au sens radiologique, mais ça reste de l'imagerie médicale, c'est de l'ophtalmo. Il y a eu ce système qui a été validé par la FDA, qui a autorisé la prise de décision autonome sur le fond de l'œil pour le dépistage de la rétinopathie diabétique. Et ça nous a, quand nous on était dans la société, quand j'étais dans la société, ça nous a vraiment perturbés. Parce que la vision qu'on avait, c'était grosso modo, on aurait 10 ans d'assistance et en 2030 peut-être, on aurait des dispositifs qui commenceraient à prendre des décisions sans qu'on ait un humain finalement qui regarde l'examen. Et là, paf, la FDA, 2018, avril 2018, la FDA dit on est déjà en capacité de faire suffisamment confiance à l'algorithme pour qu'il n'y ait plus de médecins spécialistes qui relient l'image. C'est assez incroyable. Je suis toujours un peu dubitatif en fait, de ce qui s'est passé là avec la FDA. Notamment, on a vu les résultats hier. Une fois qu'on la met sur le terrain, cette IA, elle marche un peu moins bien. Mais ça me pose toujours question. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre réaction là-dessus. J'ai posé une question qui était associée. Moi, j'ai le sentiment aujourd'hui qu'en France, on n'est plus complètement en maîtrise de ce qui se passe et que notamment, c'est un peu la FDA qui choisit ce qui se passe dans notre pays. Et que si on a trop de retard vis-à-vis de la FDA, il va y avoir une pression, que ce soit médicale ou, je dirais, sociologique, pour qu'on accepte plus ce type de techno. Donc on verra, ça peut être complètement l'inverse d'ailleurs. Il peut y avoir un sentiment de rejet, mais je pense que ce type de décision qui est assez extrême va forcément avoir des impacts. Et en travaillant un peu plus, donc là je vous livre un peu plus le fond de la pensée quand on a travaillé sur ces questions de business model, on s'est aussi posé la question du rôle du juge. Et en fait, pour moi, c'est vraiment lui qui va décider de est-ce qu'il y aura une IA ou pas qui va marcher un jour en termes de business model. Je m'explique, ce n'est pas les médecins, ce n'est pas les patients, ce n'est pas la FDA, c'est le juge. Un des business models qu'on avait envisagé, nous, c'est de se dire on va fonctionner en radiologie dans un cas complètement extrême comme en biologie. Donc en biologie, vous avez des biologistes qui sont capables de signer 100 000 comptes rendus en 15 secondes. Je peux vous dire qu'ils ne relisent pas du tout les comptes rendus. Et on s'est dit, donc aujourd'hui, le risque associé à l'examen de mammographie, qui est l'un des plus importants aux États-Unis, il représente grosso modo 3 à 4% de la part professionnelle. Donc pour 100 euros qui sont versés aux radiologues, il y a 3 euros qui doivent, enfin dollars pour être précis. Et la part professionnelle, c'est ce qu'on appelle la part intellectuelle en France. Donc pour 100 dollars intellectuels, il y a 3 dollars qui vont être versés ensuite en dédommagement à des patients qui font des procès. Et donc on s'est dit, mais finalement ces 100 dollars, si jamais on n'a plus de médecins qui regardent des examens, ça fait 100 dollars de marge totale. Et après, la seule question, c'est de savoir si les 3 dollars ils restent constants ou si les 3 dollars ils changent. Et ça, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas si on aura plus ou moins de procès le jour où on aura des algorithmes. On ne sait pas si la manière dont le juge va décider va dire qu'on compare la performance de l'algorithme à ce qu'aurait fait un radiologue ou est-ce que finalement il y avait quelque chose même très, très minime de visible dans l'image qu'il ne fallait pas manquer. Est-ce qu'on condamne l'algorithme au titre de toutes les personnes qui ont eu un problème ou est-ce qu'on le condamne comme si ça avait été un humain? Tout ça, on n'a pas les réponses.
Par contre, je peux vous dire, si ça reste 3%, il n'y aura plus de radiologues qui regardent des mammographies. C'est certain. Et donc, c'est vraiment là la question. Et aujourd'hui, on n'a pas la réponse, mais la première jurisprudence sur combien on va faire payer la société qui a commis une erreur, parce qu'on en commet, sur l'analyse d'une image, lorsqu'on connaîtra ce chiffre, on saura s'il y a un business model important sur le diagnostic ou pas, et pas avant. Du coup, on a un peu de temps. Ça, c'est les fameuses courbes de Gartner, je ne sais pas si vous connaissez. Donc ça donne pour des tas de techno à quel endroit du cycle on en est. Alors je vous ai zoomé, en plus elle date de 2017, mi ou fin 2017. Donc en effet, aujourd'hui, on a probablement passé le haut de la courbe, parce que ça c'était, je vous dis, 2017. Et ce qui se passe, c'est qu'on a un petit peu survendu, et que ça prend du temps, je vous l'ai dit. Et en particulier, on a ce genre d'articles qui sont publiés. Donc ça, c'est pareil, c'était fin 2017. Ouais. Sur les capacités de Watson. Alors Watson, pour info, Watson, ça n'existe pas. Watson, c'est du marketing. Il n'y a pas un algorithme Watson sur lequel on clique et qui se lance. Mais par contre, IBM est extrêmement fort à vendre la marque Watson pour faire des analyses. Là-dessus, ils ont très clairement survendu. Et le message que j'ai, moi, c'est que faire ce type d'algorithme qui marche bien, que ce soit dans l'analyse de publications scientifiques, parce que c'était Watson, ou sur l'analyse d'images, eh ben, ça requiert une vraie expertise, beaucoup de temps, et qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et que finalement, il y a un lien quand même dans ces questions de business model entre le business model, la capacité vraiment à apporter de la valeur et la capacité à en extraire. Si vous apportez peu de valeur, au final, vous aurez peu de business. Et ce qu'on pense, c'est que quelque part, il y a une corrélation forte entre la capacité à apporter ce bénéfice, qu'il soit médical et économique, et la capacité à créer du business. Et qu'aujourd'hui, on est sur la pente parce qu'on a beaucoup d'expérience. On n'a pas encore vraiment des performances qui justifient finalement toute l'espérance qu'on a créée et qu'on a mis beaucoup d'investissements et que les gens sont dans une phase où ils se disent « mince, où est-ce qu'est passé mon argent ?» Alors je vais rentrer un petit peu plus précisément sur le cas du cancer du sein, qui est mon ancienne casquette. Je vais aller très vite dessus. Vous connaissez probablement les chiffres, donc ça touche une femme sur 8 dans sa vie. On trouve environ, c'est des chiffres américains, ça, parce que c'était des présentations que je faisais pour aller lever des fonds, souvent en anglais. Donc ça touche environ 5... on trouve environ 5 cancers tous les 1000 examens de dépistage. Et d'ailleurs, pour info, la probabilité d'avoir un procès aux États-Unis, j'ai regardé ça, elle est d'1 sur 10 tous les 5 ans pour un radiologue, ce qui est assez élevé quand même. Et vous avez un taux de rappel. Donc le rappel, il faut l'entendre au sens propre aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on rappelle la personne et on lui dit « écoutez, il y a quelque chose de suspect dans votre examen », qui est de 10%. Donc 10% des femmes sont rappelées et on leur dit « écoutez, il faut faire des examens complémentaires ». Et le but de ce dépistage, c'est quoi? C'est sur une population asymptomatique, dont ce ne sont pas des patients ou des patientes. On essaye de faire un tri, on essaye de dire au plus grand nombre de femmes « rentrez chez vous, il n'y a rien à voir ». Et on essaye de conserver des femmes qui ont le maximum de chances d'avoir un cancer. Et en parallèle de ça, on essaye de minimiser le nombre de fausses alarmes. Et évidemment, c'est important, ce double objectif, parce que c'est très facile de trouver tous les cancers si vous rappelez tout le monde. On est d'accord. Je vais essayer de vous faire sentir la difficulté sur l'examen de mammographie avec quelques exemples. Et on avait appelé ça Mammo Quiz dans la société pour que les gens comprennent. J'en ai 5 à la suite. Juste dans votre tête, gardez un compteur du nombre de bonnes réponses que vous avez. Ce que vous devrez chercher là dans les images, c'est soit des choses qui sont asymétriques, des choses qui ne peuvent pas s'expliquer par une répétition de texture, une sorte de point focal de texture, on appelle ça les distorsions architecturales, mais comme si vous aviez plissé la texture en tirant dessus, ou des foyers de microcalcification qu'on ne voit pas forcément très bien au projecteur. Et alors pour vous embrouiller un peu, ou pour vous aider, je vous donne 3 candidats, donc à chaque fois vous avez quand même une chance sur 3 de vous en sortir. Donc voilà, je vais aller assez vite. Donc voilà les 3 candidats pour celui-ci. Okay. Donc là, certains d'entre vous ont 1, d'autres ont 0. Donc deuxième, je vous préviens, le premier était facile, les 4 autres sont beaucoup plus difficiles. Je fais ça pour vous montrer à quel point cet examen en fait est difficile.
Ce que je trouve intéressant dans cet exercice aussi, quand on voit les petits ronds, c'est que finalement, ça guide énormément l'œil. Et là, ce que vous voyez, c'est que ce n'est pas évident finalement de proposer des outils d'assistance, parce qu'à partir du moment où je vous mets un petit rond sur l'image, votre œil il est forcément guidé par ce que j'ai mis là. Et que c'est très difficile en fait finalement d'avoir ces dispositifs d'assistance, parce qu'on guide tellement l'œil qu'on peut commettre des erreurs justement à cause de ça. Allez, troisième, il n'en reste plus que deux. Hop. Celui-ci, de mémoire, ouais, vous ne pouviez pas le voir parce qu'il y a un foyer de microcalcification qui ne passe pas très bien au projecteur. Et celui-ci, qui est un peu plus facile. Hop. Combien ont 5 dans la salle? En général, même les radiologues sur projecteur, ils ont moins de 3, hein, donc je vous rassure. Combien ont 3 déjà? Voilà. Le radiologue de la salle. Donc voilà, donc tout ça pour dire que les éléphants sur les sofas, ça va. Ce genre d'image, c'est un petit peu plus difficile en fait. Hein. Et donc du coup, comment on évalue ce compromis et cette performance? Vous êtes peut-être familier avec ce genre de choses, c'est les courbes ROC. Je passe toujours un petit peu de temps pour l'expliquer. En bas, ce que vous avez, c'est les faux positifs, donc c'est le nombre de fausses alarmes qui sont levées, c'est les personnes qu'on rappelle pour rien. Et sur l'axe vertical, vous avez les vrais positifs, donc c'est le pourcentage de cancers qui sont vraiment trouvés. L'objectif, quand on a un dispositif, c'est de se trouver tout en haut à gauche dans l'évaluation, donc c'est d'avoir 100% des cancers et 0 fausses alarmes qui sont levées. Et si vous faites un choix au hasard, si vous n'utilisez pas les toutes dernières technos de deep learning, vous avez un truc qui est sur la diagonale. Donc ça, si vous lancez une pièce en l'air, vous êtes sur la diagonale. Si vous rappelez tout le monde, vous êtes en haut à droite. Et si vous rappelez personne, vous êtes en bas à gauche. Et dans le cas en haut à droite, vous trouvez tous les cancers. Dans le coin en bas à gauche, vous levez 0 fausse alarme. Vous avez la contrepartie de ça. Ce que j'ai mis pas mal de temps à comprendre, c'est qu'il n'y a pas de grosse différence entre un facteur de risque et un facteur diagnostique. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, la stratification, c'est juste un examen qui a un pouvoir discriminant qui est beaucoup moins puissant que typiquement un examen de mammographie. Donc une stratification sur une mammographie, vous avez une courbe qui a un petit peu infléchi là, très légèrement, vous êtes très légèrement différent de la diagonale, alors que l'examen de mammographie, il est dans le coin en haut à gauche. Et là, ce que vous avez, c'est typiquement les performances. Alors, les radiologues, donc il y a plusieurs manières de les évaluer, croix noire ou croix verte. Ce n'est pas très important. Ce qu'on voit, c'est qu'ils sont plutôt très bons. Donc, ils trouvent plein de cancers, ils font peu de fausses alarmes. Et vous avez historiquement... Donc ça, c'est un vrai chiffre. Pendant pas mal de temps, je l'ai mitonné. Puis, finalement, j'ai trouvé un vrai score qui était très proche de la croix. Donc, ce que vous avez là, c'était les performances des logiciels d'aide à la décision historiques. Autrement dit, ces logiciels d'aide à la décision faisaient énormément de fausses alarmes. Et il y a beaucoup d'articles scientifiques assez importants, un New England, un JAMA, qui montrent que plus vous utilisez ces logiciels, en fait, et plus, quand vous êtes un radiologue, vous dérivez vers la Croix-Rouge. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fait. Plus vous faites confiance à une IA, et plus vous allez converger finalement vers la performance de cette IA. Parce que vous êtes en asynchrone et que vous n'êtes finalement pas dans la collaboration telle qu'on pense qu'elle doit être. Et du coup, c'est la question que je posais tout à l'heure, c'est quel est le rôle de l'IA quand on se trouve finalement en dessous de la performance de l'expert? Parce que c'est comme un interne à l'hôpital, vous l'aidez, mais si vous lui faites confiance, vous faites des erreurs. Mais je prends le rôle la question dans l'autre sens, de manière très provocante volontairement. Quel devient le rôle de l'expert lorsque l'IA fournit une décision qui est cliniquement ou médicalement plus pertinente que ce que lui pourrait faire? Donc c'est très perturbant parce qu'on se dit « Ah oui, mais l'IA peut encore faire des erreurs, mais je vais les corriger. » Mais en fait, non. Quand l'IA devient meilleure, mettre quelqu'un dans la boucle, ça dégrade la performance. Donc c'est une vraie question, hein. C'est à la fois provoquant, mais c'est quand même une vraie question d'un point de vue médical. C'est pourquoi mettre quelqu'un dans la boucle qui va dégrader la performance. Et on n'a pas la réponse aujourd'hui, autre que la réponse qui est juridique. C'est la question de la responsabilité, qui est par ailleurs hyper importante. Et donc du coup aujourd'hui on a, donc ça c'était les résultats qu'on avait dans mon ancienne société, on a ce type de performance. Donc aujourd'hui on est encore un petit peu inférieur. Et à ma connaissance, malgré tout le tintamarre qu'on peut faire dans tous les journaux, je ne connais pas de vraies études cliniques qui démontrent au moins une équivalence
avec des radiologues sur un truc qui est sérieux. Donc on a beaucoup d'études cliniques qui ne sont pas sérieuses, mais les trucs sérieux, j'en ai pas vu beaucoup. Un autre résultat que je vous montre très rapidement, c'est sur des examens de mammographie. Aujourd'hui, on est capable, pour 30% des cas de cancer, avec le même taux de rappel, donc sans lever plus de fausses alarmes, de trouver le cancer à l'examen N-1. Donc ça, c'est des chiffres américains, donc c'est toujours pareil. Donc en moyenne, 18 mois avant que le cancer soit découvert par le radiologue. 30% des cancers peuvent être découverts 18 mois en avance, sans lever de plus de fausses alarmes, avec une IA. Et ça, c'est des chiffres qui ont été validés sur 600 000 examens, pour le coup. Autre question qu'on se pose, comment on intègre ce type d'IA dans les workflows, dans l'usage? Et là, c'est pareil, en fait, il n'y a pas une réponse qui convient à tout. Typiquement, sur un système français où on a une première et une deuxième lecture, on pense que l'IA est plus adaptée sur la deuxième lecture. Parce que là, justement, l'IA fait voiture-balai lorsqu'on a un premier radiologue qui est passé et qui, en plus, passe du temps avec les patients. Donc, je trouve ça, pour le coup, très bien. À l'inverse, aux États-Unis, on pense justement qu'il faudrait implémenter une sorte de système français où on aurait l'IA qui ferait le premier rôle, finalement, du diagnostic et le médecin qui fonctionnerait comme la deuxième lecture française en voiture-balai. Ça, j'ai fait ce slide hier soir parce que c'était en réaction à quelque chose qu'on avait dit un peu avant. En fait, il faut comprendre que toutes les erreurs ne se valent pas et qu'en fait, typiquement en dépistage, on est dans un cas qui est très problématique, qui est que vous avez beaucoup d'examens où il n'y a rien à voir et quelques cas où il y a des cancers. Et en fait, quand vous avez un désaccord, donc quand vous avez un accord entre le radiologue et l'algorithme, pas de problème. Quand vous avez un désaccord de type le radiologue voit quelque chose et l'algorithme ne voit rien, il est peu probable que le radiologue change son opinion. Si lui voit quelque chose, ce n'est pas parce que l'algorithme ne voit rien qu'il va changer. Inversement, lorsque le radiologue voit rien et que l'algorithme voit quelque chose, je suis prêt à parier que, notamment aux États-Unis, jamais le radiologue ne conservera sa décision. Parce qu'il sait très bien que derrière, s'il y a un procès et qu'on lui dit « la machine a vu quelque chose, vous avez pris la décision de ne pas y aller », il va se faire attaquer, il va perdre. Donc on a une asymétrie totale dans la prise de risque. Donc dans le cas en bas à gauche, c'est le faux positif, et dans le cas en bas à droite, c'est le faux négatif. Le faux négatif est bien plus grave que le faux positif. Et donc du coup, se méfier fortement des algorithmes qui éliminent les cas faciles, parce que justement, les cas faciles où il n'y a rien à voir, c'est là où on prend une décision diagnostique. Quand on élimine un patient du système, on dit il n'y a rien à voir, on prend une décision de dire qu'il n'y a rien dans cette image. Alors quand on positive un cas, souvent il y a plus d'examens derrière, et là on n'a pas pris complètement la décision diagnostique. Voilà. Faut-il former les médecins au deep learning? Je ne pense pas. Faut-il qu'on ait des médecins ingénieurs? Je ne pense pas. Je pense qu'il faut les former à évaluer les systèmes. Donc aucun intérêt à ce que les médecins apprennent le deep learning. Par contre, qu'ils comprennent les études et qu'ils comprennent qu'aujourd'hui on survend beaucoup, oui. Et mon dernier point, c'est vraiment mon dernier slide. On a aujourd'hui une pression démographique importante sur les radiologues, que vous devez savoir. On a un poste sur 4 postes sur 10, pardon, dans le public qui est non pourvu, c'est-à-dire qu'il est ouvert, il n'y a personne qui vient. On sait qu'on a une vague de radiologues qui vont partir à la retraite à l'avenir. Et donc on a un problème qui est structurel aujourd'hui en radiologie, c'est qu'on sait de toute façon qu'on manque de temps médecin, et en parallèle de ça, on continue de faire de plus en plus d'examens. Donc je pense que dans le cas de la radiologie, on est vraiment sur un système où l'IA est bienvenue, notamment en France, parce qu'on a un problème d'offre et de demande. En fait, on a vraiment besoin d'analyse d'image, et puis en fait, on n'y arrive pas, on ne tient pas. Par contre, je pense que quelque part, on a un double discours qu'il faudrait concrétiser un peu plus dans les prises de position des radiologues. Double discours qui consiste à dire on veut passer énormément de temps avec les patients, et c'est important, et le patient doit être au centre. Et alors là, je suis complètement d'accord avec ça. Mais inversement, quand vous regardez la structure de bénéfices ou de revenus de la radiologie, le temps patient n'existe pas. Vous avez une part technique, vous avez une part intellectuelle, vous n'avez pas de temps de remboursement qui est dédié pour le temps passé avec le patient. Et je ne dis pas qu'il doit y être tout le temps, mais je pense que les radiologues devraient se battre plus pour valoriser ce temps patient, qui est vraiment le temps qui aura de la valeur demain, plutôt que de continuer de se battre sur des points où justement on va avoir des IA qui vont commencer à être complémentaires et à peut-être faire une partie du travail. Et la vraie valeur pour moi des professionnels de santé et des médecins en particulier, c'est dans cette relation patient, et c'est celle-là qu'il faut valoriser le plus possible à l'avenir. Merci.